Madame, Monsieur, bonsoir. Gestion et évolution de la crise sanitaire au menu du Conseil national de la défense, présidé par le chef de l'État. Il y est aussi question de sécurité. Objectif justifiant l'opération dite Comoé, burkinabés et ivoiriens alliés pour traquer et neutraliser les terroristes à la frontière des deux pays. Résultat encourageant après quelques semaines d'action. Deux actualités à développer en ouverture de journal. Dans ce contexte d'insécurité, comment relever le défi de l'organisation des élections? Comment parvenir à un dénouement inclusif et accepté de tous? Les réponses, nous les trouverons au cadre de dialogue politique organisé par le CGD. Un dialogue qui intervient à pic avec la poursuite des opérations d'enrôlement biométrique dans la région du Centre-Nord. Détail dans un instant. L'aperçu du croissant lunaire en cette veille de l'Aïd el-Fitr, un exercice qui relève de la compétence de la commission spécialisée à cet effet. Ce soir, nous nous intéressons de plus près à ces travaux. Comment se fait l'observation? Quels sont les hommes qui y travaillent? Immersion au sein de la communauté musulmane dans la nuit du 22 au 23 mai. C'est à suivre dans cette édition. Profession intermédiaire de joueurs, un métier pas très connu mais qui réussit à changer la vie de pas mal de footballeurs. L'on se souvient encore de Edmond Tapsoba qui signait pour 18 millions d'euros au Bayern Leverkusen. La réalisation d'un intermédiaire burkinabé. Allons à la découverte de cet homme et par ricochet de ce métier dans cette édition. Et c'est le menu du 20h de ce jour. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Rester déterminé dans le combat contre le terrorisme, le vœu et l'assurance du chef de l'État qui a présidé ce matin une session du Conseil supérieur de la défense. La situation sécuritaire dans le nord, l'est et le Sahel a été évoquée, ainsi que le point de la coopération au sein du G5 Sahel. Les décisions seront prises sans état d'âme pour ce qui concerne l'affaire des 12 présumés terroristes morts en détention à Tanwalbougou. Au cours de cette session, il a aussi été fait cas de la situation sanitaire liée au Covid-19. Nous écoutons le chef de l'État à l'issue des travaux. Ça a été l'occasion pour nous de saluer l'action des forces armées en contribution justement dans cette lutte. Et de constater que nos forces armées ne sont pas restées, je dirais, à l'écart de cette activité importante et de ce combat important que nous menons donc contre cette pandémie. Le second aspect, ça a été l'occasion pour nous de faire l'état des lieux sur le plan sécuritaire à l'est, au nord et également au Sahel. Le constat, c'est que ces zones restent des zones de combat, ces zones restent des zones d'insécurité et nous avons instruit pour que l'ensemble des stratégies et des tactiques soient prises, l'ensemble des initiatives soient prises pour la destruction de tous les postes qui sont occupés, je dirais, par les djihadistes. Et je dirais donc des personnes qui aujourd'hui combattent l'armée, combattent l'État, combattent nos populations. Il n'était pas possible pour nous d'aborder l'ensemble de ces questions sécuritaires sans parler de la situation à Tanwalbougou. La mort de ces 12 personnes nous afflige de façon fondamentale. Mais en même temps, ça nous interpelle sur deux points. Au-delà du fait d'abord que ce sont des questions qui sont dans une procédure judiciaire, puisque nous avons demandé une enquête judiciaire et une enquête administrative qui sont en cours, et dont nous espérons avoir les résultats sur la base desquels les décisions que nous devons prendre, nous les prendrons, je dirais, sans état d'âme. Le second point, c'est que nous devons éviter deux choses au Burkina Faso. La première des choses, c'est la stigmatisation. La stigmatisation est un mal dont nous devons nous départir de façon fondamentale. Mais en même temps, un autre mal qui nous guette, c'est le repli identitaire. C'est deux questions que nous devons savoir résoudre avec tout le tact et toute l'intelligence nécessaire pour le vivre ensemble. Nous devons éviter de mettre chaque fois
de l'huile sur le feu quand il ne faut pas. Nous devons avoir foi à notre justice. Nous avons eu l'occasion également de faire des points sur le G5 Sahel, de faire des points également sur l'ensemble de nos militaires, policiers, qui sont en gendarmes, qui sont en formation à l'extérieur et qui ont des difficultés pour regagner le pays. Ça, c'est des questions pratiques qui seront gérées par les différents ministres et par les différents états-majors donc par la suite. Voilà donc, je dirais en résumé, les discussions que nous venons d'avoir. Et en tout cas, nous avons également salué, je dirais, les actions de nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Il y a des actions positives qui ont été menées dans le combat contre le terrorisme. Et c'est le lieu pour moi, et encore une fois, de les féliciter, de les encourager et de dire que nous devons rester déterminés dans ce combat. Burkinabés et Ivoiriens plus que jamais unis pour traquer les terroristes aux frontières des deux pays. L'opération dénommée Comoé donne des résultats satisfaisants quelques semaines après sa mise en œuvre. Le bilan est d'ailleurs salué par la haute hiérarchie militaire des deux pays. Ce 22 mai, c'est à Kafolo, en territoire ivoirien. Nous voyons le témoignage avec Karim Sissé. L'opération Comoé, c'est l'offensive lancée conjointement par les forces armées ivoiriennes et burkinabais depuis le 13 mai 2020 pour combattre les terroristes à la frontière de ces deux pays. Une opération qui a permis à ces deux armées de mutualiser leurs compétences et connaissances pour venir à bout des forces du mal. Et en 2 semaines de combat, des bases de terroristes qui commençaient à s'installer sont démantelées et la zone concernée est en cours de sécurisation. Ces armes ici présentées ne sont qu'un échantillon du matériel saisi des mains des terroristes. Une victoire que les chefs d'état-major des forces armées du Burkina et de Côte d'Ivoire ont tenu à saluer de vive voix ici à Kafolo, en territoire ivoirien. Cette opération conjointe nous aura permis de lever des doutes. Et au regard des résultats obtenus, nous pensons que cette zone pourra être stabilisée de façon durable. C'était un devoir pour nous de nous coordonner avec nos frères des forces armées du Burkina Faso pour sécuriser cette région. Si on n'avait pas mené ces opérations, il fallait mener ces opérations-là. Parce que le simple fait que nos deux troupes se soient réunies pour mener cette opération, ça a eu des résultats. Vous voyez, quand vous menez seul une opération, eh bien, comme eux, ils n'ont pas de frontière, ils traversent et vous ne pouvez pas poursuivre puisqu'il y a la frontière. Mais ici, les deux armées se sont rassemblées. On a essayé de monter l'opération et vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Sur le terrain, l'ambiance entre les troupes engagées dans cette opération est chaleureuse et confraternelle. C'est ensemble et en bonne intelligence qu'elles ont mené l'opération. La victoire engrangée est à l'actif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est une première et au général de brigade Moïse Minengou de rassurer qu'elle ne sera pas la dernière. Il promet continuer la coopération pour encore plus de résultats contre le terrorisme. Et l'enrôlement biométrique qui pose ses valises ce 23 mai dans le centre-nord. Premier à donner l'exemple, le gouverneur de la région. Une invite aux populations à s'attribuer le précieux sésame afin de pouvoir prendre part aux prochaines élections. Constat avec Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le gouverneur de la région du Centre-Nord reçoit sa carte d'électeur des mains du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Par ce geste, Newton Amerbari donne le top de départ de l'enrôlement biométrique dans cette région. Il appelle les populations du Centre-Nord à sortir massivement pour se faire enrôler. Un accent particulier est mis sur les femmes qui constituent le plus grand nombre d'électeurs dans cette partie du Burkina. Nous exhortons tous les citoyens burkinabés de cette sous-zone à sortir. L'objectif du 22 novembre doit être la ligne de mire. Ici, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes en termes de potentiel que d'hommes. Et en général, les femmes s'enrôlent beaucoup.
C'est pour cela qu'évidemment nous sommes très engagés et nous avons bon espoir. C'est à partir de maintenant que le processus d'enrôlement démarre ici dans cette province. C'est une province riche en talent et qui mérite qu'au rendez-vous de l'histoire, en tant que témoin, ils puissent répondre présent et surtout à ce choix décisif du 22 novembre. Cette activité, qui a débuté ce 23 mai 2020 dans le Centre-Nord, prendra fin le 1er juin prochain. Et c'est au total plus de 600 000 électeurs qui sont attendus au terme de cet enrôlement biométrique. Et comment justement réussir les élections dans ce contexte d'insécurité doublé de Covid-19 et surtout comment faire accepter les résultats à l'issue des votes. Ces questions ont intéressé le Centre pour la gouvernance démocratique qui en a fait un cadre de dialogue politique. Les représentants des 14 partis présents à l'Assemblée se sont donné rendez-vous ce 22 mai à Ouagadougou. Détail avec Nong Bakouda et Sébastien Zongo. Les défis de l'organisation des élections de 2020 dans un contexte d'insécurité et de pandémie. La thématique est présentée par les deux communicateurs comme une équation à plusieurs inconnus dont le résultat doit aboutir ou tendre vers zéro conflit ou contestation avant, pendant et après les élections. Comment financer ces élections dans un contexte de rareté des ressources? Comment prendre en compte les personnes déplacées, les difficultés liées aux aléas de la saison pluvieuse et les questions de dépolitisation de l'administration et de réconciliation des acteurs politiques, autant de sujets soulevés au cours des échanges. Nous avons de sérieux problèmes consensuels. Par exemple, il y a pas mal de communes qui n'ont pas été enrôlées. Aujourd'hui, on nous dit, le président de la CENI, nous l'avons rencontré, qui dit que dans sa sortie à partir du 23, il y a 3 provinces dans l'Est qui sont classées en rouge ou en orange qui ne seront pas touchées. Alors la question de se poser est, ils votent ou ils ne votent pas. Il appartient à la classe politique et avec l'ensemble du gouvernement et au chef de l'État, en plus la CENI, de voir dans quelle mesure en fait nous pouvons intégrer ces zones isolées afin que nous puissions trouver une solution alternative. Les échanges sont enrichis par des pistes de réflexion et des propositions qui seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Des propositions ont été faites allant sur l'accentuation de la concertation, le cadre réglementaire et juridique à avoir et des initiatives à prendre dans le domaine de la sécurisation de notre territoire, la sécurisation des candidats, la lutte contre la pandémie, de manière à permettre de pouvoir organiser ces élections dans un meilleur contexte. Le cadre de dialogue interparti regroupe les 14 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il est facilité par le Centre pour la gouvernance démocratique à travers le programme danois DIPD. Il s'agit pour ce dialogue politique d'identifier des thématiques attrayantes, d'actualité, avec le conseil d'administration, les membres du secrétariat exécutif, et maintenant les discuter avec l'ensemble des présidents des partis politiques, les membres de la délégation, et essayer de voir quelles sont les différentes solutions qu'on peut trouver pour l'ancrage du processus de la démocratie au Burkina Faso. La prochaine rencontre du cadre de dialogue interparti est prévue le 27 mai 2020 sur la clarification des rapports entre les organisations de la société civile et les partis politiques pour des élections apaisées et acceptées de tous. Ambiance particulière ce 22 mai à Bama. Nous sommes à 30 km de la ville de Bobo. Entre la municipalité et les populations, le torchon brûle. En cause, la gestion du foncier par le maire de la commune. Ce dernier affirme procéder au lotissement en toute légalité et légitimité. Les administrés, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et demandent purement sa démission. Drissa Traoré et Ali Traoré pour le point de la situation. À l'entrée de Bama, une foule impressionnante bloque la principale artère de la ville. Foulant au pied la mesure interdisant le regroupement de plus de 50 personnes, ces populations manifestent leur mécontentement
pour dénoncer la gestion de la question foncière par le maire. Ça fait une année de cela, cette même jeunette est allée se plaindre sur le médiateur du Faso pour l'interpeller, pour lui dire que ce qu'il est en train de faire, ça ne nous plaît pas. Et que nous, on voulait que les 300 et quelques parcelles qu'il est venu trouver, qu'il nous fait le bilan d'abord. Après ça, maintenant, il peut faire un nouveau lotissement. Mais à notre grande surprise, on vient trouver qu'il est en train de faire un autre lotissement, sans même le bilan même de ces 300 et quelques parcelles. Pour essayer de calmer la situation, le chef du village de Bama aurait adressé une lettre au maire de cette commune. La lettre est là. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit qui soit un mot qui puisse vraiment énerver quelqu'un. Bon, moi, à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse, il m'en a fait du maire, qui m'a traité de n'importe quoi, sauf un chef. Face aux allégations, Lassina Gondé relate sa version des faits. Tout en niant avoir manqué du respect au chef du village, il dit être dans la légalité pour entamer cette opération de lotissement. Et ce matin, il est conforté dans sa position par le conseil municipal. Vous êtes témoin des images qui sont passées à l'intérieur de mon conseil. Pour ce lotissement, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Vous pouvez alors me donner quitus au conseil municipal ici pour que je fasse ce lotissement. Ils ont dit oui, unanimement, je crois que sur les plus de 30, de 37 à 39 conseillers ici présents, ils ont dit oui. J'ai dit abstention, pas d'abstention. Avec l'aval du conseil à cette session, le maire compte continuer dans cette lancée. Mais avant, il compte entamer une tournée en vue de réconcilier leur cœur. Parlons à présent de l'Aïd el-Fitr. La célébration était très attendue par plusieurs fidèles pour ce 22 mai, mais le rendez-vous est reporté à ce dimanche, faute d'observation formelle du croissant lunaire. L'opération est la mission d'une commission spécialisée instituée au sein de la communauté musulmane. Comment travaille-t-elle et quel est le processus d'observation? Ce soir, nous nous intéressons aux travaux de la dite commission. Cela se passe en cette nuit particulière du 22 au 23 mai où la lune était censée mettre fin au mois de Ramadan. Immersion avec Aras Manezoundi et Vincent Kenrobego. Il est 17h30 ce vendredi 22 mai 2020. Quelques fidèles musulmans se retrouvent dans cette salle, dans l'enceinte de la grande mosquée de Ouagadougou. 18 heures passées, c'est l'heure de la rupture de jeûne. Nous sommes en réalité à une réunion de la commission Lune, mise en place par la communauté musulmane du Burkina Faso. Sa mission ce soir, rechercher la lune dont l'apparition est la seule condition pour célébrer la fête du Ramadan le lendemain. Nous sommes autorisés à suivre les travaux présidés par El Hadj Aboubakar Sana. Des observateurs sont envoyés sur le toit d'un grand immeuble pour scruter le ciel à la recherche du croissant lunaire. Le ciel est parsemé de nuages. La nuit commence à tomber et rien. Tiens, voici un point lumineux à l'horizon. Mais pas de doute, c'est plutôt une étoile. Les observateurs retournent au quartier général pour faire le point. Maintenant, il faut compter sur les points focaux installés un peu partout à travers le pays. Il y a beaucoup d'appels venant des régions et plusieurs affirment avoir vu la lune. Mais une simple affirmation ne suffit pas. Il faut le témoignage d'un imam de la localité et le témoin doit faire un serment assorti d'une grave malédiction sur lui s'il induit toute la communauté en erreur. La responsabilité est grande. Nous les mettons devant leurs responsabilités. C'est une responsabilité devant Dieu, c'est une responsabilité devant les musulmans. Si vous dites que vous avez vu le croissant lunaire et que ce n'est pas une réalité, vous allez porter effectivement cette responsabilité. À ce niveau, nous avons constaté que tous ceux qui ont appelé se sont rétractés. Le temps passe. Il faut tenir compte du couvre-feu toujours en vigueur. À 20h25, les membres attitrés de la commission se retirent pour une concertation à huis clos. Derrière cette porte, toutes les associations islamiques affiliées à la FAIB sont consultées au téléphone. Des personnes ressources aussi. 50 minutes après, soit à 21h15, El Hadj Aboubakar Sana réapparaît avec son équipe.
et la nouvelle tombe. Le croissant lunaire marquant la fin du jeûne de Ramadan n'a pas été aperçu au Burkina Faso ce jour, vendredi 22 mai 2020. Par conséquent, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours, conformément aux principes de l'islam, et la fête de l'Aïd el-Fitr, célébrée le dimanche 24 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Se réunir, observer, se concerter avant de décider, tel est le fonctionnement normal de cette commission. Et c'est ainsi depuis de lune. Et la grande prière de l'Aïd el-Fitr à Ouagadougou sera retransmise en direct demain sur la RTB à partir de 9h. C'est donc ce 23 mai qu'aura lieu la célébration au Burkina. Dans ce contexte de crise sanitaire, les responsables religieux donnent des directives aux fidèles. Une fête bien réussie passe par le respect des consignes édictées. Détail dans ce dossier de Drissa Traoré et Ali Traoré. Après avoir passé un mois à s'abstenir de boire, de manger ou de satisfaire certains désirs, voici venu l'heure de la grande rupture. Cette rupture qui marque en même temps la fin du mois de Ramadan renferme plusieurs sens. La fête en islam a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle qui se traduit par la prière, par les invocations, les glorifications, et la dimension sociale qui se traduit par donc le boire, le manger, les réjouissances licites. Et pour fêter dans de très bonnes conditions, surtout dans ce contexte de Covid-19, invite est faite à tout musulman de respecter les mesures de restriction. Il est recommandé vraiment aux musulmans qui se rendent à la mosquée de pouvoir donc à la prière donc de pouvoir faire les ablutions à la maison, de porter leur cache-nez et d'apporter leur tapis. Et si possible, si les mesures de distanciation sociale peuvent être respectées, parce que la prière traîne des centaines de personnes. En plus de ces mesures, il est demandé aux fidèles de respecter le couvre-feu qui est toujours en vigueur de 21h à 4h du matin. Le couvre-feu, ça nous aide un peu à respecter même ce que l'islam nous recommande. Parce qu'on a dit, après la prière de Isha, normalement, on doit se retrouver à la maison. En lieu et place donc, l'imam Daouda Soura invite les uns et les autres à faire la fête en famille. L'Aïd el-Fitr qui sera plutôt célébré le 24 mai au Burkina et non le 23. Après le constat des préparatifs à Ouaga dans nos éditions de la veille, voyons un peu comment se préparent les festivités dans la ville de Sia. Dans les lieux de ravitaillement comme dans les marchés et supermarchés, l'ambiance n'est pas celle des grands jours. Le prix des articles et le contexte économique sont décriés. Nous voyons cela avec Maneka Hien et Kadou Romen Aki. Des marchés de fortune pour volailles installés un peu partout aux abords des grandes voies. En ces périodes de fête, il faut user de stratégies pour conquérir la clientèle qui se fait toujours attendre, semble-t-il, par ici. Le marché cette année, réellement ça ne va pas. Puisque pourquoi? L'an passé, à l'heure comme ça, il n'y a pas la place ici. C'est-à-dire nous, on comptait la nuit, vraiment on comptait pour avoir le marché. Bon, l'année ici a couvert à partir de 21h. Nous on a vendu jusqu'à 2h du matin, l'an passé. Cette année-là, je suis sûr, si le couvre-feu reste comme ça, en tout cas ça ne va pas. Et puis encore, les pays là, vraiment ça ne va pas. Le temps est dur. Avec la situation actuelle du pays là, vraiment, si on pouvait avoir à 3000, ça allait vraiment nous faire beaucoup plaisir. Sinon 4000, vraiment, je pense que vraiment c'est trop. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer un poulet à 4000. Dans les marchés et alimentations de la ville, c'est la course aux provisions. Demain, c'est la fête et nous sommes là pour s'approvisionner. J'ai pris la mayonnaise, la ketchup et puis le riz. Je suis venue payer les condiments, concombres, carottes et puis haricots verts. D'habitude, c'est qu'on payait à 200, aujourd'hui c'est à 500, on paye ça à 500. Donc vraiment, le prix est élevé. La fête de Ramadan rime également avec beauté. Les salons de coiffure et les salons de couture sont au dernier réglage pour être au rendez-vous. Au registre Solidarité dans la lutte contre le Covid, nous parlons de cette assistance des Émirats arabes unis
Au Burkina Faso, 30 tonnes de matériel médical. Le don est composé de réactifs, de processeurs pour dépistage, de masques et encore de gants. Le don arrivé à l'aéroport de Ouagadougou a été remis au ministère de la Santé par le directeur de cabinet de la présidence du Faso, Urbain Benito Somé et Sekou Zongo. Le cargo affrété par le prince Sheikh Mohammed bin Zayed des Émirats arabes unis sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. À son bord, des réactifs, des processeurs pour dépistage, des masques et des gants au président du Faso. Un don motivé par la solidarité du prince émirati au peuple burkinabé touché par la pandémie du Covid-19. Ce lot de matériel est une bouffée d'oxygène dans la lutte contre le nouveau coronavirus au Burkina Faso. C'est un important lot de matériel et de produits, matériel de protection, et produits constitués de PCR, de tests PCR. Alors, vous savez que en ce moment sur le marché international, ce sont des choses qui sont difficiles à avoir et cet important appui va nous permettre d'aller de l'avant dans la lutte que nous menons contre cette pandémie-là. Une lutte qui est aujourd'hui entrée dans une nouvelle phase, celle de dépister le maximum de personnes, notamment les plus vulnérables, à savoir les hypertendus, les diabétiques et les hémodialysés. Nous sommes en train d'augmenter le nombre de tests réalisés par jour. Au regard des cartons que nous avons réceptionnés, je sais que c'est une quantité énorme et cela va permettre d'atteindre nos objectifs dans cette lutte que nous menons. Ce don du prince Sheikh Mohammed bin Zayed au président du Faso tient des bonnes relations entre les deux hommes, mais surtout entre les deux pays selon le directeur de cabinet du président du Faso. Il traduit de ce fait la reconnaissance du peuple burkinabé aux donateurs. Du matériel, des équipements et surtout une formation offerte à 8000 prestataires de soins. C'est l'apport d'une ONG américaine au ministère de la Santé. La contribution estimée à 148 millions est une première étape puisqu'une rallonge est attendue. Précision avec Souleymane Sanou et Marguerite Douanou. L'ONG Djipaigo est aux côtés du Burkina Faso dans ce combat farouche engagé contre la maladie à coronavirus. Répondant à l'appel lancé par les autorités burkinabées, elle a pu mobiliser 148 millions de francs CFA auprès de ses partenaires. Des ressources financières investies d'abord dans le renforcement des capacités à travers la formation des prestataires sur les mesures de prévention dans 12 régions sanitaires du pays et ensuite dans la mise à disposition de la logistique à la coordination nationale de lutte contre le Covid-19. Et ce matin, c'est un important lot de matériel et d'équipements de protection que l'ONG américaine remet au ministère de la Santé. La valeur se situe à 148 millions de francs CFA et nous espérons ajouter légèrement un autre don qui va s'ajouter autour de 12 millions, donc nous serons à 170 millions environ. Ça, c'est juste un appui additionnel par rapport au Covid, si nous sommes déjà dans ce domaine de la prévention et du contrôle de l'infection. Djipaigo, qui accompagne le ministère de la Santé dans ses efforts pour l'accès des populations aux soins de santé, entend par ce geste contribuer à freiner la propagation du Covid-19 et à protéger les prestataires de soins. L'impact du Covid se ressent dans plusieurs secteurs comme celui de l'huilerie. Les activités y ont pris un coup avec pour conséquence l'arrêt ou presque et la crainte du chômage pour le personnel. Une seule pour l'instant semble tirer son épingle du jeu. La situation détaillée par Lamine Karantao et Ali Traoré. Des travailleurs au repos, des machines presque à l'arrêt, des bidons d'huile à perte de vue, c'est le triste constat ce matin dans cette huilerie. Après la concurrence déloyale, le Covid-19 vient à son tour porter un coup dur à cette usine. Avant la maladie du coronavirus, on n'avait même pas de stock. Mais avec la quarantaine de la ville de Bobo-Dioulasso, les gens ne pouvaient pas venir. Naturellement, on a le stock. Mais la quarantaine est levée, mais malgré tout ça, là, bon, c'est encore timide, quoi. À peu près aujourd'hui, c'est à peu près 6 000 bidons d'huile de 20 litres. La situation est encore plus compliquée ici. Le cadre est complètement désert. Actuellement, les responsables parlent peu de la maladie à coronavirus, mais plus de la fraude qui handicape depuis 2018 leurs activités. Mais il y a matière première, il y a le
Notre plus grande difficulté est le manque de ressources pour se procurer la matière première. Cette année, on n'a fait que 3 mois de campagne. Actuellement, rien ne fonctionne. Le constat est également le même dans cette autre huilerie. Face aux difficultés, la responsable s'est vue dans l'obligation de mettre la moitié du personnel en chômage technique. C'est ça aussi la difficulté. On a une base qu'on ne peut pas, que le salaire est fixe. C'est des permanents, c'est des engagés, ils sont déclarés à la caisse, on les garde. Maintenant, les ouvriers et les journaliers, comme on les appelle, c'est eux qui ne travaillent pas. Par contre, dans cette société, on ne subit pas le poids de la maladie. Mieux, on arrive à écouler plus de produits que prévu pendant cette période. Comme l'huile est un produit de base alimentaire, les gens n'ont pas arrêté de manger. Donc il y a toujours un besoin à satisfaire sur ce produit-là. Ce qui fait qu'on ne voit pas une baisse de la demande d'huile. Et pour le savon, c'est un peu la même chose. Donc... Malgré cette situation qui lui est profitable, le directeur général de cette structure espère que la maladie sera vaincue très prochainement pour un retour à la sérénité au niveau de l'économie. Et cela passe nécessairement par le respect des mesures barrières. Nous ouvrons la lucarne sportive ce soir sur un métier du domaine. Intermédiaire ou agent de joueurs, vous connaissez peut-être. Ce sont ces hommes grâce à qui les footballeurs arrivent à obtenir de bons transferts en club. L'on a encore en mémoire l'exemple historique de Edmond Tapsoba, l'international, 18 millions d'euros comme coût du transfert, une œuvre de Maïga Bourema, d'ailleurs désigné comme meilleur intermédiaire africain de joueurs. Quelle perception peut-on avoir du métier? Comment devient-on intermédiaire de joueurs? Réponse à ces interrogations et à bien d'autres dans ce dossier signé Jean-Modeste Ouetraogo. Agent des joueurs ou intermédiaires, voici un secteur d'activité peu connu ou mal connu par le public sportif burkinabé. Pourtant, ces hommes de l'ombre, faiseurs de stars, jouent un rôle important dans l'ascension des footballeurs. Conseiller l'enfant, de permettre à l'enfant de ne pas aller signer un contrat sans chercher à comprendre ce qui est à l'intérieur du contrat. Parce que très souvent, ce qu'on remarque, les enfants, quand ils vont pour la signature de contrat, la première idée, d'abord, c'est l'argent. Ils ne cherchent pas véritablement à lire le contenu du contrat. Est-ce qu'il y a des clauses du contrat qui peuvent les condamner à la fin de leur contrat, ou bien il y a des pièges qui sont dans le contrat? Non. En général, les enfants, eux, c'est la première des signatures qui les intéresse. Près de 80 agents de joueurs reconnus par la Fédération burkinabé de football officient au Burkina Faso. Beaucoup d'entre eux détiennent la licence FIFA, le précieux sésame qu'il fallait posséder à l'époque pour exercer dans ce métier. L'un des pionniers du domaine, sollicité par les footballeurs dans les années 2000, se nomme Edouard Traoré. Je suis arrivé un peu par hasard dans ce groupe-là d'agents de joueurs. C'est le regretté Koraïre, qui était secrétaire général de la fédération à l'époque, qui m'a un peu poussé à cela. Parce qu'il voyait que j'aidais beaucoup les joueurs. Et souvent, quand les joueurs devaient partir à l'extérieur, j'étais avec eux. Donc, et il m'a dit, mais au fond, il y a un truc là que la FIFA organise, le concours pour être agent de joueur. Au lieu d'aider les joueurs comme ça peut te rapporter un peu d'argent aussi. Je dis, ah bon, ok. Et bon, je me suis renseigné, et puis j'ai passé le test, j'étais admis. Aujourd'hui, nul besoin d'une licence délivrée par la FIFA. En effet, depuis le 1er avril 2015, l'instance internationale a libéralisé le système, donnant ainsi le pouvoir aux fédérations nationales qui réglementent la profession. Cette situation a favorisé l'arrivée massive de parents ou d'amis autour des joueurs. Cette histoire d'agent est devenue une histoire d'intermédiaire de joueurs. Tout le monde est dedans. Aujourd'hui, que ce soit la famille du joueur, que ce soit les parents, les proches, tout le monde est devenu agent intermédiaire de joueurs. Donc, ce qui fait que véritablement le problème est difficile. Parce que tout le monde est dedans. Ce qui pourrait expliquer le peu de professionnalisme ou le manque d'ambition de certains footballeurs professionnels. Je peux vous dire que c'est ça qui est le problème de Burkinabé à l'air. Parce que ceux qui les gèrent, soit c'est la familiarité, soit c'est les amis, soit c'est vraiment pas la professionnalisme qui sont autour d'eux et qui le disent la vérité réellement pour arriver au sommet. L'ancien international burkinabé Bourema Maïga, devenu agent de joueurs après sa retraite, est une figure de proue dans ce métier.
Un métier exigeant qui demande certaines qualités. Au niveau du Burkina Faso, ceux qui sont affiliés, ça vaut entre 70 et 80. Mais je pense que celui qui arrive à vendre un seul joueur par an, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a beaucoup que je respecte, qui fait aussi beaucoup d'efforts, comme Sirima, comme Rahim, comme Touma, comme Balboné, qui a une bonne relation un peu partout aussi. Mais ce n'est pas facile. Depuis le début de sa carrière d'intermédiaire, Bourema Maïga compte à son actif plus d'une dizaine de joueurs transférés vers l'Europe. Son plus grand succès dans le métier est sans conteste le transfert de l'international burkinabé Edmond Tapsoba vers le club allemand du Bayer Leverkusen. Transfert estimé à plus de 18 millions d'euros. À un moment donné, ça me dépasse. Les gens qui sont venus me voir, je regardais celui qui avait plus de modestie dans son travail, c'était Deco. Puis je lui ai dit, ok, je vais travailler avec lui, voilà, pour voir jusqu'à où on peut arriver avec Edmond au niveau international. On pouvait l'amener tout de suite à Arsenal ou Chelsea. Il y avait beaucoup de demandes. Et dans les devants, mais on avait trouvé que ce n'était pas encore arrivé. Il avait besoin encore de jouer, mais on avait choisi de l'amener dans les 4 plus grands championnats quand même de l'Europe pour encore apprendre. Les grands championnats en Europe, très peu de joueurs burkinabés y sont. Comment peut-on expliquer cette situation? Notre championnat, qu'on le veuille ou non, n'est pas très médiatisé. L'équipe nationale, peut-être, est médiatisée quand il y a les Coupes d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe du Monde et tout. Ce sont ces joueurs-là qui sont vus. Or, en général, ces joueurs sont déjà en Europe. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. Peut-être qu'on est un peu trop gourmand. On a envie que nos joueurs soient mis en chose, mais il faut du travail. Le métier d'intermédiaire suscite un réel engouement auprès des jeunes. Mais pour réussir, le pharmacien de formation est formel. Il faut être honnête avec les joueurs et puis les clubs. Il faut être honnête. Normalement, il y a un canevas au niveau de la FIFA. L'agent de joueur doit avoir tant de francs pour les frais de transfert, tout ça. Donc il faut que chacun reste un peu dans ce cadre-là. La Fédération burkinabé de football a adopté un règlement concernant la fonction d'intermédiaire afin de mettre de l'ordre dans ce secteur qui regorge de nombreux vendeurs d'illusions. Brésil, Pérou, Argentine, l'Amérique du Sud est de plus en plus durement frappée par le coronavirus. Plus de 20 000 cas au Brésil au cours des dernières 24 heures. Le pays est désormais deuxième au niveau mondial après les États-Unis. L'OMS présente l'Amérique du Sud comme le désormais épicentre du virus. L'Amérique du Sud, toujours plus durement frappée par le coronavirus. Le Brésil est submergé par le nombre de cas. Le pays est désormais deuxième au niveau mondial, derrière les États-Unis. Plus de 20 000 nouveaux cas ont été répertoriés au cours des dernières 24 heures. Depuis 4 jours, au moins 1000 personnes décèdent quotidiennement. Nous allons avoir encore beaucoup plus de morts. Cette semaine, on a dû ouvrir un hôpital de campagne à Héliopolis. Il reçoit déjà des malades et il sera saturé avant la fin du mois. Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro est particulièrement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, qui aura déjà épuisé 2 ministres de la Santé. Lui continue d'appeler les Brésiliens à retourner au travail pour relancer l'économie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, présente l'Amérique du Sud comme le nouvel épicentre de l'épidémie et s'inquiète de l'accélération de la propagation au Brésil, mais aussi au Pérou ou en Argentine. L'organisation rappelle que les chiffres sont sans doute très sous-évalués dans ces pays, comme au Mexique où le décompte des décès est sujet à controverse. Certains experts estiment que le nombre réel de Mexicains victimes du coronavirus pourrait être 2 fois supérieur aux 7000 décès officiels. Et c'est ce qui referme votre 20h de ce 23 mai. Bonne célébration de l'Aïd el-Fitr pour ce 24 mai. Demain donc, et n'oubliez pas, sous le coup de 9h, la grande prière en direct de la place de la Nation. Bonsoir.